Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'une série qui explorera les connaissances et techniques qui permettront peut-être à l'homme de poser le pied sur Mars dans les prochaines décennies. Cette série repose sur les travaux de nombreux scientifiques. Vous trouverez mes sources dans la description des vidéos si vous voulez en savoir plus ou creuser le sujet. Je vous mets également les coordonnées d'un bon bouquin pour avoir une bonne idée des défis qui attendent ceux qui voudront tenter l'aventure. Merci à Spacefield82 de me l'avoir fait découvrir. Ceci étant dit, il est temps de passer au sujet du jour. Quelle architecture de mission pour permettre à l'homme de poser le pied sur Mars? Générique. Au fil des décennies, de nombreuses missions martiennes ont été élaborées. Wernher von Braun, Robert Zubrin et bien d'autres ont envisagé le voyage vers Mars avec les technologies connues à l'époque de leur élaboration. Toutes devront faire face à des écueils liés à la physique, voire à l'organisation même de notre société. Certains, comme AstronoGeek, pensent que nous, êtres humains de ce temps, ne verrons plus cette mission. Je vous mets sa vidéo sur le sujet dans les fiches et en description, et elle pose d'excellentes questions, avec pourtant un grand pessimisme quant à l'issue d'un tel projet. Sa vidéo a le mérite de poser des bases de travail pour passer outre les barrières de notre manière de faire actuelle. Personnellement, je pense que si les défis sont énormes, les dernières avancées de SpaceX et d'autres entreprises du New Space vont faire évoluer les coûts au point de rendre cette mission possible bien plus rapidement que ne le pensent les experts. Elon Musk et ses équipes ont relevé d'énormes défis et sont parvenus à créer des lanceurs que tous les plus grands spécialistes jugeaient impossibles. Dans leur candeur, leur manque d'expérience même, les équipes de SpaceX ont utilisé des techniques jusqu'alors écartées par les acteurs traditionnels. Ils ont pu par ce biais casser le mur technologique et sont parvenus à la réutilisation partielle des lanceurs à un niveau économiquement viable, alors que personne ne misait sur leur réussite. Aujourd'hui, c'est le projet Starship qui reprend le flambeau et qui devra devenir l'un des piliers du retour de l'homme sur la Lune, mais aussi l'infrastructure de base d'une future mission martienne. Cette aventure est en cours et elle est passionnante. Si vous voulez suivre les évolutions du projet Starship, je vous invite à vous abonner à une chaîne française qui décortique bien le sujet en détail, Starbase FR. Son travail est de loin plus précis que d'autres chaînes qui traitent du sujet. Elle est la seule que je suis avec celle des frères Lisoire pour l'actualité spatiale, mais aussi de l'écriture de leur script qui ne doit rien au plagiat ou au simple copier-coller d'autres intervenants. Bien, voyons maintenant comment les différents ingénieurs ont prévu d'aller sur Mars. À tout seigneur, tout honneur, commençons par la mission Mars Project de Wernher von Braun. Le projet est titanesque. 10 énormes vaisseaux sont assemblés en orbite terrestre au moyen de plusieurs centaines de lancements réalisés avec des lanceurs lourds réutilisables. 7 vaisseaux sont équipés pour être habités, tandis que les 3 derniers sont des cargos. Von Braun prévoit un équipage de 49 personnes pour une durée totale de mission de 3 ans, dont 443 jours sur la planète rouge. Les ergols prévus sont les couples hydrazine-acide nitrique, permettant un stockage sans refroidissement et une bonne fiabilité pour l'époque. Pourtant, ce scénario se heurte vite aux barrières de la réalité. L'ensemble de la mission demanderait plus de 5 millions de tonnes d'ergols pour parvenir aux résultats souhaités, et bien des aspects ont été omis ou sous-évalués. En effet, ce projet est conçu à l'époque où l'homme n'a pas encore été dans l'espace. Il n'a donc aucune expérience des problèmes qu'ils vont rencontrer. Pourtant, les calculs de trajectoire de von Braun, tout comme les masses d'ergols, sont conformes à la réalité du point de vue des connaissances de son temps. Mais l'Allemand est un scientifique, et il sait se remettre en question. Il propose donc 10 ans plus tard une mission bien plus réaliste. Enfin plus réaliste que la première. Le scénario repose sur 2 vaisseaux de 85 mètres de long, assemblés grâce à 12 tirs de Saturne V. Pour la propulsion, c'est le moteur Nerva qui est pressenti. Alors en développement chez Westinghouse pour le compte de l'AEC, Commission de l'énergie atomique aux États-Unis, ce moteur fait usage, vous l'aurez compris, de l'énergie nucléaire. Contrairement au moteur chimique qui exploite la combustion d'ergols, Nerva se sert d'un réacteur nucléaire pour chauffer un ergol et l'expulser à très grande vitesse des tuyères. Les performances sont optimales si l'ergol est le plus léger possible. Donc les moteurs Nerva utilisaient de l'hydrogène, élément le plus léger de la table de Mendeleïev. La mission est largement plus courte et nettement moins ambitieuse en termes de population.
12 astronautes auraient été de la partie pour une mission de 21 mois, dont seulement 1 mois et demi sur place. En gros, on pose un drapeau et on se casse. Vu le coût de l'opération, Von Braun avait même prévu de relier les deux vaisseaux afin de les faire tourner l'un autour de l'autre pour générer une pesanteur artificielle. Pourtant, ce projet ne verra pas le jour en raison de l'abandon du projet Nerva et des difficultés techniques à conserver l'hydrogène à un niveau cryogénique sur une aussi longue durée. En plus, le budget colossal juste pour poser un drapeau, Tintin, le Congrès a absolument pas suivi. Pourtant, dans les années 60, de nombreux projets furent ébauchés par de grands acteurs du spatial, comme North American Rockwell ou General Electric. Chaque projet évoquait des architectures et des profils de mission intéressants, mais des écueils technologiques étaient encore trop importants. Leur point commun par contre était de reposer sur des investissements colossaux. Leurs espoirs étaient permis en raison du précédent des missions Apollo et de l'immense réussite américaine sur la Lune, poussée par une quantité énorme d'argent. Pourtant, les budgets spatiaux subiront une drastique réduction dans les années 70, et tous ces beaux projets iront rejoindre les limbes des archives de l'industrie spatiale. Cette période morose pour l'exploration spatiale aura quand même quelques effets bénéfiques. Premièrement, les agences spatiales ont dû composer avec ce qu'elles avaient. Elles ont donc dû réfléchir à une meilleure utilisation de leurs ressources. Ainsi est née la navette spatiale, voulue pour être plus économique que les précédents programmes grâce à la réutilisation. Si l'idée était bonne, la mise en œuvre a suivi le cours des précédentes missions, avec des coûts finalement énormes engendrés par la pesante machine administrative qu'est la NASA et ses différents contractants industriels. Deuxièmement, la disette budgétaire a développé les partenariats entre nations. Ainsi, des projets communs avec les agences spatiales russes ou européennes ont pu voir le jour afin d'expérimenter des séjours de longue durée dans l'espace. Lors du lancement du programme Constellation en 1989 sous l'administration Bush, c'est pourtant un programme purement américano-américain qui est présenté. Le projet se heurte à une forte opposition en raison du rapport coût-bénéfice très défavorable. C'est un autre projet, international cette fois-ci, qui va avoir nettement plus de chance auprès des politiques. La construction de la Station spatiale internationale va truster les succès, avec des objectifs bien moins ambitieux, mais un gros retour sur investissement pour ceux qui s'en servent. Conçue comme un laboratoire scientifique, elle a également pour fonction d'être un précurseur industriel. Toutes les agences prenant part au projet offrent des services de recherche et développement afin de créer de nouveaux produits qui serviront sur Terre. De nombreuses innovations technologiques ou médicales sont développées dans l'ISS et assurent un revenu aux opérateurs, ajoutant du budget pour le développement, l'entretien et le fonctionnement de la station. De plus, l'arrivée d'acteurs privés ou semi-privés comme Arianespace, SpaceX ou Bigelow Space permet de réduire les coûts tout en monétisant l'investissement. La réduction budgétaire a donc forcé la NASA à s'ouvrir au secteur privé et les a forcés à réfléchir à la rentabilité sur Terre des technologies développées pour l'espace. Enfin, lorsque le programme Constellation a été annulé, les décideurs de la NASA n'ont pas pour autant abandonné le projet de retourner sur la Lune. Ils ont affiné leur programme avec de nombreux partenaires tout en récupérant ce qu'ils pouvaient de Constellation. Ils ont fini par créer le programme Artemis, qui est à ce jour le projet américain le plus abouti pour le retour de l'homme sur la Lune. Pour autant, les milieux universitaires ne sont pas restés inactifs non plus. Un groupe d'étudiants n'accepte pas de rester les bras croisés et va créer Mars Underground dans les années 80. La première conférence The Case of Mars a lieu dans un relatif anonymat à Boulder, dans le Colorado, en 1981. 3 ans plus tard, une seconde conférence voit le jour, avec cette fois la présence de Robert Zubrin. Pour la 3e conférence en 1987, c'est Carl Sagan qui présente une conférence devant 1 millier de personnes et un parterre de nombreux journalistes internationaux. En 1990, Robert Zubrin présente lors d'une de ses conférences les grandes lignes d'une mission martienne, et cette fois bien plus réaliste que les précédents scénarios. Il nommera cette architecture Mars Direct en 1996 dans son livre The Case of Mars, du nom de la conférence. Avec les fondateurs de Mars Underground, Zubrin créera la Mars Society en 1998, qui continue ses travaux à ce jour. Voyons maintenant ce programme Mars Direct. Avant de le détailler, il y a fort à parier que c'est cet ouvrage qui a influencé Elon Musk dans la création de son propre programme martien. Il est probablement sa base de travail ainsi que les sous-scénarios qui ont été développés depuis. Contrairement au scénario précédent, Mars Direct repose sur des acteurs privés. D'un point de vue organisationnel, le scénario de Zubrin est révolutionnaire.
Tout d'abord, il repose, comme son nom l'indique, sur un vol direct de la Terre à Mars. D'autres projets, comme le SEI de George Bush, prévoyaient des étapes intermédiaires par la Lune ou une grande station en orbite terrestre. Afin de réduire les coûts, Mars Direct prévoit de limiter les masses lancées depuis le sol terrestre en exploitant les ressources martiennes. Le programme débute 2 ans avant le lancement des astronautes, avec l'envoi d'un premier vaisseau automatique vers Mars. Le vaisseau est propulsé par des moteurs consommant du méthane et de l'oxygène liquide. Ces ergols sont plus faciles à conserver que l'hydrogène et la combustion ne génère que peu de déchets solides. Cela facilite le réallumage des moteurs. Le premier lanceur emporte 3 éléments principaux. Un vaisseau habitable permettant le retour vers la Terre, une usine de carburant et un réacteur nucléaire pour faire fonctionner tout cela. Des robots et rovers automatiques complètent l'équipement. Une fois arrivés sur le site prévu, les éléments sont déployés de manière automatique. Le réacteur nucléaire est placé loin de la base pour des raisons de sécurité et alimente toutes les installations. L'usine de carburant produit alors du méthane et de l'oxygène à partir du CO2 martien, grâce à un réacteur de Sabatier. Pour ne pas avoir à forer ou chercher de l'eau, l'usine emporte également 6 tonnes d'hydrogène pour la production des ergols du vaisseau de retour. Ce vaisseau de retour sur Terre, que j'appellerai désormais VRT, sera ravitaillé en méthane et en oxygène en environ 10 mois. Une fois les pleins faits, il est prêt à assurer le retour pour la Terre. 2 ans après le premier lancement peut avoir lieu la mission proprement dite. Après avoir contrôlé à distance que tout s'est bien passé pour la mission automatique et que le VRT est prêt à accueillir l'équipage, 4 astronautes peuvent prendre place dans un second VRT sur le pas de tir. En plus du vaisseau de retour et de l'habitat, 2 rovers sont de la fête. L'un pressurisé pour les longues distances et l'autre plus léger pour les transports de charge ou dans un proche périmètre. Ils sont alimentés également en méthane et en oxygène. La mission est alors lancée. Pour bénéficier d'une gravité artificielle grâce à l'effet centrifuge, le VRT est accroché au dernier étage du lanceur et mis en rotation autour de celui-ci. Cette masse morte devient un lest. Ce contrepoids est abandonné à l'arrivée alors que le VRT effectue sa descente vers le camp de base, guidé par la balise du premier VRT. Les astronautes passent alors 550 jours sur place. Ils effectuent leur programme d'exploration tandis que leur vaisseau se recharge en carburant pour une future mission. Ils repartent vers la Terre à bord du premier VRT posé 2 ans avant leur arrivée. Bien sûr, ça c'est si tout se passe bien. Pourtant, Robert Zubrin a également envisagé des situations d'urgence. Premièrement, si le second VRT se pose trop loin du premier, le rover pressurisé permettrait à l'équipage de rejoindre celui-ci. Si ce n'est pas possible, il faudrait alors que l'équipage attende que le second VRT soit ravitaillé pour repartir, ce qui pourrait leur faire rater leur fenêtre de tir. Ils devraient donc emporter de quoi survivre 3 ans pour maximiser leurs chances de retour. Autre solution de repli, la mission pourrait être lancée en même temps qu'une seconde mission automatique. Un 3e VRT ainsi que tout ce qui est nécessaire à leur retour ferait donc le trajet en leur compagnie. Robert Zubrin a réellement pensé à beaucoup de situations et son plan semble très réaliste. En se reposant sur l'industrie privée et des retours sur investissement liés aux technologies mises en application sur Terre, un tel programme pourrait coûter de 30 à 50 milliards de dollars. On est loin des 450 du programme de George Bush ou des milliers de milliards d'autres programmes précédents. Comme je l'ai évoqué plus tôt, Mars Direct a eu des avatars intéressants, dont le scénario Mars Semi-Direct. On garde ici l'architecture globale de la mission, mais avec une grande différence. Mars Semi-Direct ne se repose pas uniquement sur les ressources martiennes pour le retour des astronautes. En effet, le vaisseau permettant de faire la traversée entre les planètes ne se poserait pas sur Mars. Il resterait en orbite et seul un atterrisseur se poserait. Plus léger, il ne demanderait que 36 tonnes d'ergols contre 107 pour un vaisseau complet. Cela augmente les masses à lancer depuis la Terre, mais permet de disposer du carburant du retour sans dépendre des installations martiennes. On pourrait même imaginer ravitailler l'atterrisseur en orbite terrestre pour éviter tout recours aux ressources martiennes. La première mission automatisée deviendrait alors un backup pour le retour, augmentant la sécurité de la mission. Bien entendu, il existe d'autres scénarios, et beaucoup d'entreprises privées ou d'agences gouvernementales les étudient en ce moment même. Voyons maintenant comment SpaceX pourrait utiliser le Starship pour maximiser ses chances d'aller sur Mars bientôt. Le départ de la mission serait comme une grande répétition générale, mais inhabitée. 3 Starships seraient envoyés en orbite terrestre, avec des missions bien précises. Le premier comme cargo, emportant l'usine d'Ergol, un réacteur nucléaire ou une centrale solaire, des robots et des rovers d'exploration.
Le second serait un habitat fonctionnel, totalement ravitaillé, mais mis en sommeil. Enfin, le troisième comporterait des réserves en ergol pour le voyage et l'étage propulseur. Une fois en orbite, les 3 Starships seraient amarrés entre eux et ravitaillés dans une station-service orbitale déjà en place. L'ensemble serait alors lancé vers Mars. Une fois la poussée de lancement finie, les 3 Starships seraient alors séparés, mais tout de même maintenus entre eux et mis en rotation afin de créer une gravité artificielle. Cela n'a aucun intérêt pour cette mission en tant que telle, mais pourtant cela permettrait de valider le système pour la mission suivante, qui, elle, aura besoin de cette gravité. Arrivé en orbite martienne, la grappe de Starship se séparerait alors. Le Starship technique et l'habitat descendraient à la surface, tandis que le dernier attendrait sagement en orbite, permettant le relais des communications, mais aussi un contrôle visuel du bon fonctionnement de la mission au sol. Une fois les opérations de la surface validées, la mission habitée peut commencer. 2 ans plus tard, ce sont 3 nouveaux Starships qui sont lancés en orbite. De nouveau ravitaillés et assemblés au niveau de la station-service orbitale, ils prennent la route de Mars avec quelques personnes à bord. La configuration des Starships est la même, mais une partie du cargo est remplacée par une ferme pour produire les aliments du voyage. À l'arrivée, les 3 vaisseaux s'arriment au Starship qui les attend. 2 vaisseaux descendent ensuite vers le site d'atterrissage de la première mission. Sur place, la ferme est déployée, les systèmes dormants du premier Starship habitable sont démarrés. Ainsi, l'équipage dispose de 2 lieux de vie et quasiment toutes les infrastructures vitales en double. Conjointement avec des robots, ils réalisent leur mission d'1 an et demi. Pendant leur séjour, une autre grappe de Starship est arrivée, habitée ou non. Ces vaisseaux auront toutes les fonctions nécessaires à une mission complète. En cas de non-fonctionnement des usines d'ergol, ils peuvent même, le cas échéant, être des réservoirs de secours en transbordant ce qui n'a pas été consommé à l'aller. Pour le retour, l'équipage décolle à bord du premier Starship habitable et s'amarre au vaisseau en orbite. Le retour se ferait cette fois avec 2 Starships seulement, l'un pour l'équipage et l'autre servant de module de service. Il serait mis en rotation également pour la gravité artificielle. Arrivé en orbite terrestre, le Starship habité se poserait tandis que l'autre serait amarré à la station-service orbitale pour attendre la prochaine mission. On est assez loin de la simplicité de Mars Direct, même si les principes sont un petit peu les mêmes. L'énorme avantage de cette configuration est que la mission peut être adaptée en fonction des besoins. Si on ne peut produire d'ergol sur place, alors on envoie des Starships ravitailleurs par exemple. C'est certes moins économique, mais beaucoup plus sécurisant pour la mission. La sécurité serait également beaucoup plus importante parce qu'il y aurait une plus grande redondance des systèmes. Un tel programme demandera un nombre important de lancements et la réutilisabilité du Starship sera mise à rude épreuve. Il faudra 9 lancements pour les vaisseaux fonctionnels, mais aussi une trentaine pour la station-service et le ravitaillement en carburant. Le tout sur une période de 4 ans, soit un lancement par mois environ en moyenne. Voilà qui explique la hâte d'Elon Musk à développer son lanceur et toutes les infrastructures d'une telle mission. Reste le problème du coût d'une mission aussi énorme. Aucun budget à fond perdu ne pourrait financer un tel programme, même avec la fortune d'Elon Musk. AstronoGeek a bien pointé cela dans sa vidéo. C'est le frein majeur d'une telle mission. Il dit qu'aller en orbite coûte et coûtera toujours énormément cher, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourtant, il y a une autre option. Un tel programme doit offrir un retour sur investissement avant même d'avoir été achevé. Et c'est tout à fait possible. La NASA monnaie déjà ses brevets ou ses droits à l'image pour mettre du beurre dans les épinards. Pourtant, ce sont des sociétés privées qui encaissent la majorité des bénéfices des inventions du spatial. Alors imaginons que ce soit SpaceX, Tesla, Neuralink ou toute autre société de l'écosystème de Musk qui industrialise ce qui a été inventé pour le programme martien, et donc encaisse les bénéfices. Ces avancées technologiques auraient alors un intérêt économique et sociétal sur Terre, tout en apportant le financement pour que la mission puisse voir le jour. Si ce n'est pas le projet d'Elon Musk, c'est en tout cas ce qui se dessine avec Starlink et d'autres applications. Mais en fait, est-ce que toute l'organisation et le développement des entreprises de l'homme le plus riche du monde n'auraient pas tout simplement cette ambition ultime ? Financer le programme martien en améliorant le quotidien des terriens. C'est une question à laquelle il me faudra plusieurs vidéos pour répondre, et je vous propose de vous retrouver pour développer tout cela dans les prochains épisodes de cette série. Et si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais aussi de vivre vos rêves. Portez-vous bien. Salut.